Dans un instant, radié de la liste électorale publiée ce 4 juin par la Commission électorale indépendante CEI, Charles Blé Goudé dénonce qu'il qualifie de faute d'État et de stratégie d'élimination politique. Ce jeudi 5 juin, lors d'une conférence de presse tenue au siège de son parti, le COJEP, son porte-parole a vraiment dit qu'il s'agit d'une exclusion ciblée et organisée. Il en appelle à la mobilisation et à l'intervention de la communauté internationale. C'est le sujet de la première partie de cette émission. Et puis dans la deuxième partie, cap sur la réaction du PDCI-RDA. Le plus vieux parti de Côte d'Ivoire saisit l'Organisation des Nations Unies après la radiation de son candidat. Pour en parler ce soir, Onzi Bernard Kokora, cadre du RHDP. Bonsoir à vous. Bonsoir Cédric. Michel Beta, bonsoir, journaliste bonsoir. DG du Bonsoir, quotidien Le Bélier. Bonsoir Pulchérie Edith Balé, consultante. Bonsoir. Bonsoir Gaël Lakpa, analyste sociopolitique. Alors place au premier sujet de cette émission. Mais avant, je vous propose de suivre cet élément qui résume en quelque sorte la conférence de presse tenue ce jour au siège du COJEP. On regarde. Charles Blé Goudé, candidat déclaré du COJEP à la présidentielle, est radié de la liste électorale définitive, publiée le 4 juin par la Commission électorale indépendante. Le COJEP refuse formellement cette radiation de leur président et lance un appel à tous ses militants. Nous n'acceptons pas cette exclusion. Nous ne l'accepterons jamais. Il faut qu'ils l'entendent. Nous n'acceptons pas cette injustice, nous n'acceptons pas cette exclusion, nous ne l'accepterons jamais. Pour nous, rien n'est encore définitif, rien n'est encore perdu. Nous continuerons notre combat pour la réhabilitation totale et entière du président Charles Blé Goudé dans ses droits. Pour le porte-parole du parti, cette radiation de Charles Blé Goudé est, et je cite, une injustice et vise à l'éliminer politiquement. Cette exclusion n'est ni plus ni moins que l'aboutissement d'un mensonge d'État, d'un faux judiciairement orchestré, soigneusement orchestré, d'un montage grossier qui a instrumentalisé la justice pour éliminer un adversaire politique. Le président Laurent Gbagbo a été gracié. La première dame Simone Yves Gbagbo a été amnistiée. Le général Dogbo Blé a été gracié. Il n'y a que le président Charles Blé Goudé qui n'a bénéficié ni de grâce ni d'une amnistie. 3 autres figures politiques telles que Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Guillaume Soro sont eux aussi exclus de la course. Tidiane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a été radié de la liste électorale en avril après qu'une décision de justice a révélé qu'il jouissait d'une autre nationalité, en plus de celle de la Côte d'Ivoire, au moment de son inscription sur la liste électorale. L'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ancien premier ministre Guillaume Soro, en exil, sont quant à eux radiés de cette liste depuis plusieurs années en raison de condamnations judiciaires et n'ont pas été réintégrés. Ces partis doivent-ils se tourner vers des plans B? Les jours prochains nous situerons. Voilà, nous sommes de retour. D'abord, Gaël Lakpa, comment vous réagissez face à cette sortie du COJEP? On va le dire, ça ne surprend personne. Ça ne surprend personne pour tout observateur. Il fallait s'y attendre parce que ça fait quand même des mois que le COJEP et la plupart des partis politiques étaient focalisés sur cette question. Toute la nation ivoirienne, effectivement, attendait finalement cette liste-là. Quand elle sort, je pense que les réactions ont été très rapides. Et moi, je veux plus m'intéresser au ton sur lequel le porte-parole du COJEP, de Charles Blé Goudé, s'est exprimé. Vous remarquerez qu'il répète plusieurs fois « Nous n'accepterons pas cette exclusion, nous n'accepterons jamais ». Parce qu'à un certain moment aussi, on pourrait croire, depuis l'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, on l'a trouvé un peu mou pour certaines personnes, comme s'il avait déjà accepté son exclusion, mais en réalité, je pense que le COJEP est en train de donner de la voix, en train de monter, de faire monter, de hausser le ton
et l'utilisation de répétitions. Jamais, jamais, jamais. Déjà, vous voyez l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui suivent ce parti-là. C'est dit qu'ils veulent se préparer à une mobilisation. Ils préparent l'état d'esprit de leurs militants. On s'attend à peut-être à voir ce qui va se faire parce qu'on le dit, tout ceci autour de la RLE, de la CEI, de toutes ces questions que l'opposition soulève, le dialogue politique et tout, quand on dit que pour l'instant le climat il est un peu délétère, on a même parlé de crise préélectorale, on voit que les différents éléments sont en train de se mettre en selle pour arriver à quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ça ressemble un peu à 2020, mais vaut mieux laisser les choses se faire. Ils continuent leur combat. Moi, je souhaite que tout ça se fasse dans les règles et qu'on ne voit plus de sang couler. Donc, à ce moment-là, on peut aussi appeler l'État de Côte d'Ivoire, appeler le RHTP à mettre un peu d'eau dans son vin parce que nous sommes un pays de dialogue, un pays de paix. L'exclusion n'est pas quelque chose qui peut faire avancer notre démocratie. Bien, Pécheur Balé, le COJEP parle d'une exclusion ciblée. Comment vous réagissez? Oui, étant donné que 4 grands leaders ont été exclus, c'est forcément ciblé. Chacun a son histoire dans cette affaire de radiation, mais la conclusion est la même. Ils sont tous exclus et ce n'est une surprise pour personne puisque depuis le début, on entend dans les discours de nos autorités qu'on ne va jamais les inscrire et c'est ce qui est en train de se faire. Le problème maintenant, c'est de savoir ce qui va être fait par toutes ces personnes exclues. Ils ont tous dit qu'ils ne vont pas l'accepter et donc on attend de voir concrètement comment ils comptent faire pour que tout rentre dans l'ordre. Bien, Michel Betta, réaction là-dessus aussi. Bon, avoir cette exclusion manifeste de certaines grandes entités politiques en Côte d'Ivoire, on comprend que le RHDP a choisi de se choisir ses adversaires lui-même, en manipulant quelque peu les décisions de justice et en faisant en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens qui se reconnaissent en ces personnes-là se sentent exclus du jeu électoral. Je pense que ce n'est pas la meilleure manière. Parce que, quoi qu'on dise, toutes les institutions qui sont en charge, qui ont en charge le processus électoral, leur but, c'est de donner aux Ivoiriens l'opportunité de choisir celui qu'ils adoptent, de choisir quelqu'un qui pense-t-il, peuvent les conduire dans une autre espérance que celle que malheureusement ils ont subie pendant les 15 ans de gestion du RHDP. Donc moi, pour ma part, je crois que cette exclusion n'augure rien de bon. N'augure rien de bon pour le processus électoral qui, si ce n'est de nous conduire encore dans des dérives, dans des dérives au plan de vue humain, dans des dérives au plan de vue social. Bien. Nzi Kokora, Charles Blé Goudé avait été jugé par contumace. Quelle crédibilité accorder à un procès en l'absence de l'accusé alors qu'il était officiellement détenu à La Haye? Alors, votre question me fait sourire. Si chacun de nous doit donner son appréciation sur les décisions de justice, on vivrait dans la jungle. Je ne commande jamais les décisions de justice. Autant Laurent Gbagbo a été libéré de La Haye et je n'ai pas commenté sa libération, la décision donc, de la justice. Pas que j'étais d'accord, mais à partir du moment où c'est une décision de justice, elle s'impose à nous tous. Et donc quand j'écoute le porte-parole du COJEP, ça me fait sourire. Il faut que les gens sortent des émotions. Ce n'est pas aujourd'hui que M. Blé Goudé a été radié de la liste électorale suite à une décision de justice depuis 2020. Je crois que tout dernièrement, il s'est réinscrit sur la liste électorale. Et lorsqu'on a affiché la liste provisoire, il n'y a pas vu son nom. Il a saisi le tribunal. Le tribunal a confirmé sa radiation, autant pour M. Laurent Gbagbo. Et tous ceux-là ont été exclus du fait d'une décision de justice. Et donc, quand nos amis parlent de manipulation, mais ils ont un jugement à géométrie variable des décisions de justice. Quand ça les arrange, ils applaudissent la justice. Lorsque la justice a débouté Mme Valérie Yapo, je crois que nos amis du PDC ont applaudi. Mais quand ça ne les arrange pas, ce n'est pas bon. Il faut que nos amis sortent de ça. Et quand j'entends son discours, on ne l'acceptera jamais. Et quels sont les moyens dont il dispose pour s'opposer à une décision de justice dans une république? Si aujourd'hui, je touche du bois, je dérobe un objet et qu'on me juge, je dis non, je ne l'accepterai jamais. Mais on n'est plus dans une république de droit, dans un état de droit. Il faut que nos amis apprennent à respecter les décisions de justice. Ce n'est pas de la manipulation, il n'y a rien, il n'y a pas un acte qui a été posé par le pouvoir en place pour exclure des candidats
comme ça a été fait en 1995, où en pleine année électorale, le pouvoir en place a changé le code électoral en imposant, en mettant la clause donc, de 5 ans de présence effective sur le territoire, où en 2000, on fait une constitution où l'article 35, Laurent Gbagbo l'a dit, ça a été fait contre Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est la décision donc, de la justice. M. Thiam, c'est la décision de la justice. Et tout le monde sait le processus par lequel donc, il a été irradié, qui n'a pas été édicté par Alassane Ouattara. Et donc, pour nous, ce n'est pas une exclusion du fait de l'État, mais pour des faits de justice. Bien. Eguel Akpa, le COJEP parle de faux judiciaires soigneusement orchestrés. On se demande aussi quel recours juridique reste possible pour ce parti pour permettre à Charles Blé Goudé de revenir dans la course. Non, d'un point de vue juridique, soyons clairs, il n'y a plus de recours. Parce que si la CEI se base sur la décision de justice définitive, c'est ce qu'on disait, ce n'est pas M. Cuibier qui décide qui doit être sur la liste ou pas. Il s'appuie sur la décision finale de justice. Donc si cette décision est arrivée au niveau de la CEI, c'est que juridiquement, il n'y a plus de recours. Faut-il une clémence de la part de l'exécutif ivoirien? Le sujet maintenant se porte sur le terrain politique. Et c'est là que je vais venir à ce que Kokora était en train de dire tout à l'heure, quand il dit qu'il ne peut pas commenter la décision, c'est normal, c'est en tant que citoyen. Mais il faut qu'on comprenne tous qu'aujourd'hui, la question a dépassé le cadre juridique. Sinon, on va rentrer dans les débats pour chercher à savoir qui a fait quoi et tout. La justice a fini de faire, la justice est souveraine. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, c'est dans ce même pays qu'il a parlé de 1995, il a parlé de 2000. Quand il parle de cela, il parle premièrement du code électoral et après il parle de la constitution qui a été changée sous le général Guéhi, alors chef d'État. Mais la constitution même, c'est quoi? C'est la loi au-dessus de toutes les lois. Donc, si on ne peut pas commenter, comme on appelle, une décision de justice, ce n'est pas la décision de la constitution qui est au-dessus de tout qu'on va dire qu'on peut commenter. Parce que dans le temps, le RDR, le PDCI, leur candidat étant écarté de l'élection présidentielle en 2000, ont commenté la décision qui était prise de les écarter. Et comment on a trouvé la solution? Par une solution politique. Donc aujourd'hui, moi je pense que quand ces partis qui ont leurs leaders écartés commentent, ce n'est pas qu'ils vont forcément contre la justice, mais ils veulent un arrangement politique pour pouvoir détendre un peu l'atmosphère, pour pouvoir permettre à beaucoup d'Ivoiriens qui se reconnaissent en ces leaders-là de pouvoir aller exprimer leur droit de vote. Regardez par exemple, au niveau de la liste électorale, aujourd'hui on est à 8 millions d'électeurs. Mais est-ce que vous savez que quand on va aux élections, on était à 7 millions, mais en général, souvent, c'est autour de 3 millions de personnes qui votent. Notre président de la République, ou bien nos conseils régionaux, bien trucs. Une liste il y a près de 3 millions de personnes qui ne s'intéressent pas aux élections. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus aux élections. C'est dû à des exclusions, selon vous? Voilà. Parce que ces gens qu'on exclut là, on se lève de soi-même, on dit non, lui là, il ne pèse pas, il ne vaut rien et tout. Mais non, il y a des gens derrière eux. Même si un leader a 20 personnes derrière lui, il faut respecter cela. De sorte à ce que les 20 personnes-là puissent aller exprimer leurs droits. Plus Balé, est-ce que selon vos analyses, un arrangement ou des arrangements politiques s'imposent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire pour des élections crédibles, apaisées également? Bon, depuis 2002, la Côte d'Ivoire est dans un cycle d'arrangement politique en réalité. Il n'aboutit finalement à rien? Non, pas du tout. Parce que c'est toujours la même chose lorsqu'on a des élections, des exclusions par moment. C'est un arrangement politique qui a permis au président Ouattara de s'inscrire quand il était exclu, de participer finalement à une élection. Il a fallu qu'on prenne l'article 48 pour lui permettre de s'inscrire sur la liste, enfin de participer et d'être candidat. Et cela n'a pas empêché une crise préélectorale et post-électorale? Oui, mais les crises ne sont pas dues aux arrangements. Les arrangements viennent pour résoudre plutôt les crises. Les crises sont dues au dysfonctionnement de notre système, soit par rapport à la justice, soit par rapport à la commission électorale, par rapport aux décisions de ceux qui sont au pouvoir. C'est tout ça qui crée des crises. Et les arrangements politiques viennent pour résoudre ces crises-là parce que les arrangements politiques sont au-dessus de la justice. Donc, il est tout à fait souhaitable dans le contexte où nous sommes, où nous allons de façon évidente vers une crise électorale, parce qu'on est déjà dans une crise préélectorale. On va maintenant dans une crise électorale, et des crises électorales, on en a connu de très sanglantes. Il serait souhaitable que
la sagesse habite nos hommes politiques pour qu'un dialogue inclusif soit organisé afin de désamorcer toutes ces bombes-là. Voilà. Bien. Michel Betta? Moi, je suis surpris, parce que vous voyez dans cette exclusion, quand on observe... Vous êtes surpris de voir cette exclusion de Charles Blé Goudé? De tous ces leaders-là. Charles Blé Goudé qui était radié depuis... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je dis... Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Là où, à l'heure où on vous parle, le seul candidat qui a assuré de compétir, c'est le candidat du RHDP. Mais vous pensez que les autres vont l'accepter? Simone Yves Gbagbo qui non, candidate. le seul candidat majeur, Simone n'a pas de député. Mais ceux qui ont des députés, il y a le PDCI, il y a le PPACI. Donc je dis quoi? Le seul candidat majeur qui a assuré de compétir, c'est le candidat du RHDP. Mais pensez-vous que les autres vont l'accepter? Ça peut pas se faire. En fait, nous partons vers une crise électorale, une crise post-électorale, et je ne sais même plus encore ce que ça peut engendrer. Vous voyez, quand on parle d'arrangement, après l'élection de 2020, que s'est-il passé? Il y a eu une rencontre entre le président Bédié et le président Alassane Ouattara. Si tant qu'il n'avait pas besoin de dialoguer, il n'aurait pas eu cette rencontre, bien qu'il ait été élu. Il est parti dialoguer avec le président Bédié de sorte qu'on ait eu une accalmie et que les choses ont pu se continuer. Moi, je pense que le président Ouattara aujourd'hui est le fruit des arrangements politiques. Sinon, il n'aurait jamais été candidat ici, en Côte d'Ivoire. Enfin, ça, c'est un fait. C'est factuel. Il n'aurait jamais été passé le conseil, la plus haute juridiction. Il était frappé par la plus haute juridiction. Il ne pouvait pas compétir. Donc, on ne savait même pas quelle formule juridique pour qu'il puisse compétir. Il a fallu la mansuétude du président Laurent Gbagbo. C'est cette même mansuétude-là qu'on demande au président Ouattara. Et jusqu'ici, on observe une surdité au cri de toute l'opposition. Ils se sont réunis récemment à Yopougon. Mais moi, je dis, je salue cette démarche démocratique de l'opposition. Parce que n'oubliez pas que de tout temps, lorsque le président Ouattara a eu des problèmes, des démêlés avec la justice, son discours était, était insupportable, inamicable vis-à-vis du pouvoir. Il a dit, je répète ses propos, il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond au moment opportun, il tombera. Est-ce que vous pensez qu'un opposant aujourd'hui peut tenir de tels propos à l'égard du pouvoir? Non, l'opposition montre trop de maturité et ça fait dire à certains que l'opposition est mou. Mais ce n'est pas cette opposition que le président Ouattara nous a montré qu'on veut voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette opposition qui débouche vers l'affrontement entre l'opposition et le pouvoir. Non, l'opposition montre assez de maturité et je pense qu'il faut en tenir compte pour accepter de s'asseoir avec elle, pour discuter et trouver des voies de consensus pour la conduite du processus électoral. Nzi Kokora, c'est une question qui revient régulièrement. Qu'est-ce qui empêche le pouvoir Ouattara de prendre une loi d'amnistie en faveur de son fils, Charles Blé Goudé? Alors, est-ce que la prise d'une loi d'amnistie est une obligation de la part d'un président de la République? C'est comme si on me demandait, vous savez combien de personnes ont été radiées, condamnées, radiées de la liste électorale? Les voleurs, les braqueurs, les grands bandits. Les grands bandits. Alors, si M. Ouattara devrait prendre une loi d'amnistie pour tout cela, on n'aura plus de prisonniers dans notre pays. Il faut que les gens arrêtent un peu. Il faut que les gens arrêtent. Ils disent tout et n'importe quoi. Le président de la République n'est pas obligé. La loi d'amnistie, relève de la perception du président de la République. Il n'y a aucune loi qui oblige d'abord le président de la République à prendre une loi d'amnistie. Ça, c'est un. De deux. Mais est-ce que la situation actuelle ne l'exige pas? Non, rien ne l'exige. Au nom des élections apaisées. Rien ne l'exige, cher frère Sédic. Ces cas donc, de justice, on les voit dans tous les pays au monde. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est condamnée. Mais en 2027, elle ne sera pas candidate. Est-ce qu'il viendra à l'esprit d'un Français de demander que Emmanuel Macron prenne une décision, donc un arrangement politique? Mais on l'a fait hier pour voir Est-ce qu'un Français demandera donc à Emmanuel Macron de prendre une loi d'amnistie, de faire des arrangements politiques? Il faut que nos amis arrêtent. Première chose. Deuxième chose, j'entends des choses, ce sont vraiment, je dis, c'est une hérésie. Dire qu'en 2000, chers frères, moi, je ne demande pas à quelqu'un de ne pas commenter les décisions de justice. Vous pouvez commenter les décisions de justice, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à une décision de justice. En 2000, lorsque le président Ouattara a été exclu donc, des élections, on n'était pas content. Mais on a accepté la décision parce que c'est une décision de justice. Vous avez accepté lorsque Bédié... Non, il n'a pas accepté. Est-ce qu'il peut me laisser parler? Lorsqu'on fait direct. Non, mais il faut arrêter. Une question de... Non, Gaël Lagba, non, s'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole dans un instant. Je suis resté vous aurez tous le même temps de parole. Allez-y, donc j'ai dit, en 2000, lorsque la candidature du président Alassane Ouattara a été retirée,
ou exclu, invalidé, nous avons accepté la décision de Tiakone. Nous n'avons posé aucun acte pour nous opposer à cette décision. Le président Lukonan Bédié également, Bombé exclu, Fadiga, Egiampa, mais personne ne s'est opposé donc à cette décision. Voilà, donc ce que nous vous demandons, c'est de faire comme nous. Vous pouvez commenter, vous pouvez pleurer, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à une décision de justice. Et c'est une erreur grave. C'est même une injure à la mémoire, je veux dire, à l'intelligence des Ivoiriens de dire que c'est un arrangement qui a permis au président Ouattara d'être candidat. Vous personnalisez tout. Nous connaissons tous les accords de Lina Makossy. Les accords de Lina Makossy disaient qu'il fallait laisser tous les participants à la table ronde qu'on appelle du dialogue de Makossy de pouvoir être candidats. Sur la base de quoi Bédié a été candidat? Sur la base de quoi Vaudy a été candidat? Mais c'est un arrangement. Vous personnalisez tout en le liant au président Ouattara. Mais ce qui est faux, c'est que lorsque vous prenez l'arrêt de Tiakone, il dit quoi? Il dit Alassane Ouattara exclut des élections parce qu'il a une nationalité douteuse. Mais après le forum, qui mieux dans un pays a le pouvoir, l'autorité de délivrer un certificat de nationalité? C'est un juge. Après le Forum pour la réconciliation nationale, donc qui a été un tribunal populaire, où le président Ouattara a présenté tous les documents, même un test d'ADN pour démontrer qu'il est ivoirien, c'est à la suite de cela que le Forum, en son point 4, dans les résolutions, a demandé que la justice lui donne un certificat de nationalité. À partir du moment où, frère, tu ne peux pas passer tout ton temps à me couper. Non, vous perturbez le débat. Calmez-vous. Il vous reste 30 secondes. Non, allez-y, continuez. Voilà, soyez serein, vous êtes trop nombreux. Il vous reste 20 secondes maintenant pour terminer. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Donc j'ai dit, le président Ouattara, après débat devant le directoire du Forum pour la réconciliation nationale, après avoir démontré bel et bien qu'il est ivoirien, avec tous les documents qu'il faut, le directoire a demandé que son certificat de nationalité lui soit délivré. C'est ainsi que son certificat de nationalité lui a été délivré. Merci Nzi Kokora. Vous avez demandé la parole, maintenant vous avez la parole, allez-y. Kokora, la parole est ici. Non, il n'y a pas de problème. Non, allez-y, je suis très serein dans le débat. En fait, 1 minute 30 pour terminer avant la pub. Vous avez, en train de parler dans vos envolées, vous avez dit vous êtes 3. Ce n'est pas une affaire de vous êtes 3. Moi, je suis analyste. Je parle en fonction de ce que je vois et des faits. Voilà. Vous avez dit ici que on ne peut pas commenter les décisions de justice et autres. Moi, je vais sur des faits concrets. On a parlé de 2000. En 2000, on sait comment les élections se sont passées parce que, à la fin, on a vu, il y a eu la violence quand le président Gbagbo a été élu. Parce que le président Bédié et le président Ouattara n'étaient pas en lice. Mais n'étant pas en lice, c'est ce qui a continué jusqu'à ce qu'on arrive en 2010 où on va trouver un arrangement politique. L'Inas Makoussi, là, ce n'est pas une décision de justice, c'est un arrangement politique. Donc vous ne pouvez pas dire aux Ivoiriens que Alassane Ouattara n'a pas été candidat sur un arrangement politique. C'est ce qui est. On ne peut pas discuter ça. Je vais finir, c'est juste ça, cette précision-là que je voulais apporter. Maintenant, sur la loi d'amnistie, effectivement, je le rejoins ici. Il sera à l'aise parce qu'il pense que selon les trucs, on est 3 ou bien... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le président Ouattara, je le dis aussi, n'est pas obligé de prendre une loi d'amnistie. Mais moi, je pense que là, à ce niveau, l'opposition n'a pas été inspirée. On est d'accord que l'opposition, le PDCI et le PPACI ont des députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui les empêchait tout ce temps de pouvoir initier un projet? Parce que les députés aussi ont ce pouvoir-là. Au moins, s'ils avaient fait de leur côté pour proposer, on aurait vu les résultats. Mais merci Gaël Lacroix. On va marquer une courte pause. Après la pub, vous allez continuer. C'est l'heure de la publicité. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Gaël Lacroix, vous aviez la parole avant la publicité. On va tous vous accorder un temps de parole, maximum 10 minutes pour terminer avec ce sujet. Allez-y. Non, donc je me répète rapidement pour dire à Kokora qu'il soit à l'aise. Tout ce qu'on fait ici, c'est sur les faits. La question qui l'a un peu dérangé, où il a cru qu'il était en minorité, c'est qu'en fait, il y a les faits qui sont là. Et quand vous voulez vous soustraire des faits pour interpréter à votre façon, quand vous avez affaire à quelqu'un qui va sur les faits directs, vous pourrez penser qu'il est forcément votre adversaire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Merci. Alors, plusieurs balais, lors de cette conférence de presse, il ressort du communiqué final du COJEP que le gel du compte bancaire du président du parti Charles Blé Goudé constitue un abus de pouvoir. Est-ce que vous partagez ce même avis? Bon, les gels d'avoir concernent beaucoup de personnes. On avait annoncé que tous les comptes seraient dégelés.
Donc, c'est forcément une injustice puisque lui, son compte est toujours gelé. Et comme ils l'ont dit aussi dans leur conférence, tous ceux qui étaient engagés dans la crise post-électorale ont été soit graciés, soit amnistiés. Il n'en est rien pour lui. Et donc, si en plus son compte doit être gelé... Voyez-vous une stratégie d'asphyxie politique à travers ce qui se passe actuellement au sein du parti? Bon, l'asphyxie politique, je n'aurais pas utilisé ce terme-là, mais je pense que le président Ouattara est en train de se choisir ses compétiteurs et ça, c'est pas honnête. Voilà. Ce que nous, on pense, c'est que tous les leaders, vu le contexte dans lequel on est, où on est allé d'arrangement politique en arrangement politique, l'idéal aurait été que le dialogue inclusif se soit tenu pour qu'on trouve un consensus afin que tous les leaders se présentent et que le peuple choisisse qui il veut. Donc c'est vraiment malsain, toutes ces radiations, ces exclusions, avec des arguments qui ne tiennent pas. Bien, Michel Betta, quel sens vous donnez à ce slogan qu'on a entendu aujourd'hui, le combat continue et nous n'abandonnerons pas? Mais c'est ce qu'a dit le PDCI également, les partis politiques qui sont... On va parler du COJEP, oui. On aura l'occasion de parler du PDCI. Allez-y. Vous dites que les partis politiques sont dans la même logique. Ils sont dans la même logique, ils n'entendent pas abandonner d'un iota cette exclusion, cette radiation qui pour eux ne s'appuie sur presque rien. Mais je vais m'attarder un peu sur le point que vous avez demandé à ma co-débattrice Balé. Je veux de l'asphyxie politique. De l'asphyxie politique. Vous savez, la cinquième phase du dialogue politique avait demandé que les comptes soient dégelés. Aujourd'hui, on s'étonne que l'opposition réclame un dialogue parce que quand on prend des résolutions et qu'on ne les applique pas, on ne met pas en place la commission qui devait être chargée de faire le suivi. On ne veut pas de la paix, on ne veut pas de la réconciliation. Et c'est ce que le pouvoir RHDP démontre de jour en jour. Il ne veut pas de la paix, il ne veut pas de la réconciliation. Ce qui est dommage. Parce que n'oubliez pas, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons pour la politique, c'est pour les populations. Nous ne pouvons pas encore, après avoir fait vivre aux populations 2010 avec plus de 3000 morts, après avoir... Dieu merci, le président Bédié, en tellement élevé mentalement, qu'il a lancé l'appel de Daoukoro, qui a permis que 2015, les élections se passent tranquillement. Mais 2020, quand il y a eu un adversaire face au président Ouattara, vous avez vu ce que ça a créé. Ça a créé des affrontements. Et les Ivoiriens sont morts, presque une centaine. On ne peut pas encore souhaiter ça aux Ivoiriens. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes assis ici. C'est vrai que nous sommes en train de parler, mais c'est avec un cœur qui saigne. Parce qu'on sait que ces élections qui viennent, si rien n'est fait, nous serons encore en train de vivre cette tragédie. Ce serait dommage pour nous. Merci. Dernière question pour terminer cette partie. Nziko Koura, réaction aussi sur ce slogan. Le combat continue et nous n'abandonnerons pas. Tels sont les propos qui ressortent de ce communiqué final du COJEP ce jour. Je n'ai aucun commentaire à faire sur... Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, je n'ai aucun commentaire à faire sur leur manière de diriger leur parti. Je ne sais pas de quel combat il s'agit, mais ils sont libres, ils sont souverains. La réintégration de Charles Blé sur la liste électorale. Donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je m'en tiens au droit. Je constate une chose, que M. Charles Blé Goudé et bien d'autres Ivoiriens ont été exclus donc, de la liste électorale pour des faits de justice. Je m'en tiens à ça. Et le reste, vraiment, ils sont libres de prendre la voie qu'ils veulent. Je m'en voudrais de ne pas revenir sur quelques éléments que nos amis ont dit tout à l'heure. Chers frères, peut-être que vous êtes très jeunes, donc vous n'avez pas bien suivi les faits en 2000. Je vous rappelle que la violence qui a découlé donc, après les élections est partie du fait que les deux candidats donc, ne se sont pas entendus. M. Laurent Gbagbo et M. Gueye se sont disputés donc, la victoire et ça a débouché sur une crise. M. Bédié et M. Ouattara n'étaient en rien mêlés à cette violence-là. C'est la première chose. Deuxième chose, tu me parles des faits. Mais peut-être tu as oublié des éléments importants. Au Forum pour la réconciliation nationale, on se souvient tous que M. Laurent Gbagbo a dit qu'il n'est pas juge et que si M. Ouattara avait réglé son problème dans des certificats de nationalité de sa nationalité, qu'il s'adresse à la justice. Donc c'est un problème de justice. Mais nous avons pris note et nous nous sommes adressés à la justice. Et donc en 2002, juillet 2002, le président Ouattara
a déposé ses dossiers devant le tribunal et il a obtenu, dans son certificat de nationalité, je peux vous dire le nom de la juge qui a signé, si c'est Loma Mato qui a signé le certificat de nationalité. Donc nous avons réglé, s'il vous plaît. Vous n'allez pas perturber le débat pour rien. Je ne sais pas. Donc, nous nous sommes adressés à la justice. Donc, pour nous, puisque, et je parle d'un constat clair, d'une analyse, quelle a été la décision de la Cour suprême? Que M. Ouattara avait une nationalité douteuse. Mais le doute sur la nationalité, qui le lève? Mais c'est le juge, à partir d'un certificat de nationalité. Donc, le problème de M. Ouattara, avait été réglé à partir du forum. Merci, Nzé Kokora. Malheureusement, nous allons... Merci, on vous a très bien entendu. On n'a pas assez de temps. On va passer au deuxième sujet de cette émission, la saisine des Nations Unies par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La première question qu'on se pose, Michel Betta, pourquoi le candidat du PDC-RDA, Cheikh Tidiane Thiam, a-t-il estimé qu'il n'existait pas de recours interne efficace pour défendre ses droits civils et politiques? Son certificat de nationalité lui a été refusé. Depuis lors, il a déposé une autre requête. Jusqu'ici, aucun certificat de nationalité lui a été attribué. Donc, vous comprenez qu'il n'a d'autre recours que de se saisir des instances internationales qui, pensent-ils, peuvent avoir un droit de regard, un droit de pression. Mais la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Mais naturellement, on a signé des accords internationaux quand même. Donc, les accords internationaux, nous avons fait ce débat-là de 2000 à 2010. Les accords internationaux, tout le monde est unanime, sont au-dessus des lois ivoiriennes. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, lorsque le Conseil constitutionnel a donné son verdict, il y a eu d'autres instances qui ont donné leur verdict qui a conduit à la victoire du président Ouattara. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que le président Tidiane Thiam, non seulement il a dit que sa sécurité est menacée, ses droits élémentaires en tant qu'Ivoirien sont bafoués parce que jusqu'ici, tous les documents qu'il a déposés pour avoir une certificat de nationalité, aucun certificat de nationalité n'a été signé par aucun juge. Mais je veux rappeler, parce qu'on parlait de certificat de nationalité. Le premier certificat de nationalité de Ouattara, il a obtenu avec qui? Contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas après le forum de la réconciliation, c'est le juge Zorobi Balo, depuis 2013, il a signé un premier certificat de nationalité. 2013, si j'ai pas 2013 Oui, pardon, 93, pardon. C'est faux, c'est pas 93. 94, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est ce juge-là qui a signé son premier certificat de nationalité. Il ne peut pas dire il trompe l'histoire. Quand il dit c'est après le forum de la réconciliation que... Merci Michel Betta. Merci bien. Pécheric Balé, comment vous réagissez face à cette démarche du PDC-RDA qui saisit les Nations Unies pendant que COGEP reste en Côte d'Ivoire, fait des déclarations? On aura très bientôt celle du PPACI et de GPS, mais le PDC-RDA part à l'international. Bon, nous autres, on a toujours soutenu qu'il n'y avait pas vraiment de justice dans notre pays. Donc, on comprend très bien que le président Thiam s'adresse aux instances internationales. Pourtant, Thiam a gagné tout récemment une bataille judiciaire en Côte d'Ivoire. Et qu'elle a applaudi d'ailleurs. Mais comment? Le problème, ce n'est pas de gagner ou de ne pas gagner des batailles. C'est sur quelle base on prend les décisions de justice. Pour nous qui commentons les décisions de justice sur la base des principes qui devaient régir le droit, il y a des décisions qui sont bonnes, certaines qui sont mauvaises. Et quand on dit qu'une décision est mauvaise, c'est par rapport à des principes. Ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas parler pour parler. Voilà. Je dis et je répète, en Côte d'Ivoire, la justice commet beaucoup d'injustices. Donc, quand le président Thiam décide d'aller saisir le Comité des droits de l'homme de l'ONU, c'est bien en termes de plaidoyer international, puisque nous savons bien le poids de la communauté internationale dans ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Seulement, ce qu'il est important de préciser, c'est que le Comité des droits de l'homme est ce qu'on appelle un organe des traités. Un organe des traités, c'est un organe qui se charge de vérifier l'application des conventions qui ont été ratifiées. Et donc, quand le président Thiam s'en va se plaindre là-bas, c'est par rapport à ses droits civils et politiques qui sont contenus dans le pacte des droits civils et politiques qui existe depuis 1966, que la Côte d'Ivoire a ratifié et qui porte atteinte et à sa nationalité et à son droit de participer à la vie publique, à la gestion publique dans son pays. Donc, le vrai problème, c'est est-ce que le comité va réagir à temps? Et même si le comité réagit à temps, est-ce que la Côte d'Ivoire
va se plier aux recommandations du comité. Parce qu'on a encore en mémoire ce qui s'est passé avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, elle, est une juridiction que la Côte d'Ivoire n'a pas respectée. Et là, maintenant, il s'agit d'un comité qui n'est ni un tribunal, ni une cour de justice, ce qui veut dire que, quel que soit ce qu'elle va décider, l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas respecté une juridiction ne va pas forcément respecter les recommandations d'un comité. Donc, bon, on attend tous de voir comment les choses vont se passer. Bien, Gaël Akpa, en quoi cette démarche auprès du comité des droits de l'homme des Nations Unies constitue un tournant politique dans la stratégie du PDC-RDA, selon votre lecture? Je vais dire que cela ne constitue même pas un tournant décisif, avant de revenir. Tout à l'heure, lorsque Kokora parlait, de toute ma carrière d'analyste, c'est la première fois qu'un co-débatteur s'en prend à mon âge. Il a dit que je suis très jeune. Pour parler de faits de 2000 ici, hein, hier, là. Il dit que je suis assez jeune. Bien, merci. Peut-être que je ne maîtrise pas. On va recentrer le débat. Je débat. trouve ça un peu discriminatoire. Bien. On vous invite également à ne pas parler des âges, tout ça. Et puis, c'est mesquin. Voilà. On répond à la question. Il peut avoir l'âge qu'il a, mais rien ne dit qu'il maîtrise la scène politique que moi. Alors, sur cette question, le PDCI, pour moi, c'est normal que le PDCI aille vers l'extérieur parce que peut-être ils se disent qu'ici, tout est déjà balisé, tout est déjà bouclé, ils ne peuvent pas, tout est calé, géré, comme on l'entend souvent. Mais ça ne va pas porter grande chose, à mon sens. Parce que quel que soit ce qui va venir, effectivement, comme Puchéry l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, l'État va vous dire que c'est un pays souverain. Donc, il n'appartient à aucune juridiction internationale de venir lui porter une injonction, bien quoi que ce soit, on est assez souverain, on sait déjà la réponse. Donc, pour moi, le PDCI est en train de jouer sa carte jusqu'au bout. Ils utilisent tous les moyens possibles, tous les moyens légaux, et comme cette étape-là fait partie, ils vont justement vers cette juridiction, sinon je pense qu'ils sont déjà préparés au résultat final. Maintenant, ce à quoi il faut s'attendre, c'est après ce qu'aura décidé l'ONU, qu'est-ce que le PDCI va faire? Ça dépend maintenant d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont faire des actions de boycott actif? Parce que là, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. On l'a déjà vu, on a une impression de déjà vu. Est-ce que ça va se passer encore comme 2020? La question reste posée. Mais pour l'instant, en tant qu'observateur, on peut faire effectivement des projections, mais on attend, puisque les acteurs sont en lice, ce sont eux qui mènent les activités, et puis après, nous, on vient pour constater ce qui a été fait. Merci, Gaël Akpa. Nzi Kokora, quelle lecture vous faites de cette saisine? Alors, sur la forme, je pense que c'est de son droit le plus normal possible de saisir n'importe quelle institution qu'il veut. Il a saisi l'ONU. Je crois qu'avant lui, Laurent Gbagbo avait saisi aussi l'ONU, où ils ont écrit un courrier selon lui. Bon, malheureusement, nous, on n'a pas vu le courrier. Il ne sait pas quel est le résultat que ça a donné. Avant ça, il était au Parlement, parlant de M. Thiam, il était au Parlement européen où il allait déposer un courrier. Bon, je crois qu'il n'a pas eu une réponse satisfaisante. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, il parte au niveau de l'ONU pour tenter une situation. Mais pour moi, tout ça ne rime à rien. Il faut que le PDCI se prépare à une réalité. C'est que M. Thiam a été radié de la liste électorale. La Côte d'Ivoire étant un État souverain, je ne vois pas quelle est la décision de l'ONU qui va casser une décision de justice, donc qui est insusceptible de recours. Il n'y a pas de recours possible. Pourquoi on change il faut changer le code électoral. On ne va pas changer le code électoral pour M. Thiam, ainsi que pour M. Gbagbo. Tout à l'heure, elle a parlé donc de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. D'abord, il faut dire à nos compatriotes que c'est une recommandation, ce n'est même pas une décision de justice. C'est une recommandation qui a été faite par la Cour africaine des droits de l'homme en entendant de juger sur le fond. Mais au-delà même de ça, à supposer que ça soit un arrêt, à partir du moment où... C'est pas à supposer, madame, vous n'allez pas faire ça, s'il vous plaît. Vous ne dites pas la vérité. C'est pas on est là pour débattre. Non, Puchéry Balé, vous aurez... Non, s'il vous plaît, Nzi Kokora. Puchéry Balé, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Quand vous aurez votre tour de parole, vous pourrez faire des rectificatifs. Voilà, merci. Allez-y, alors, donc, je poursuis pour dire que, quelle que soit la décision qui a été prise, ce que vous devez comprendre, c'est que le 20 août, la radiation de Laurent Gbagbo a été confirmée par une décision de justice. Et si vous lisez bien l'article 12 du Code électoral, il dit que les décisions en matière de contentieux rendues par le juge sont insusceptibles de recours. Ça veut dire quoi? Pour
qu'on a pu s'appliquer cette recommandation en Côte d'Ivoire, il va falloir changer l'article 12 du Code électoral. Est-ce qu'il va falloir changer le Code, un article pour faire plaisir à M. Laurent Gbagbo? Ça ne peut pas s'appliquer. Je voudrais donc d'abord dire que le frère a parlé donc du certificat de nationalité. 30 secondes pour terminer. Il faut vous vraiment rappeler de l'histoire. Ce n'est pas en 93 ni en 94, c'est en 99 que le juge Zoro Bibalo a délivré le certificat de nationalité qui a été attaqué après. Et donc, ce certificat ayant été attaqué, le président Ouattara donc, a été obligé donc, de fournir un autre certificat de nationalité qu'il a demandé en 2002, après le Forum pour la réconciliation nationale. Bien. Et merci, ça, il faut te rappeler. Merci, Zikokora. Non, c'est terminé. Votre temps de parole est épuisé. Merci. Alors, Michel Beta. Alors, quel type de décision le comité de l'ONU peut-il rendre avec quelle portée juridique pour la Côte d'Ivoire? Non, on l'a dit, il ne faut pas se leurrer. L'ONU a plusieurs fois intervenu en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que l'ONU intervient. Lorsque nous étions en crise. Nous sommes en crise. On est en crise actuellement. Nous sommes en crise. S'il vous plaît, non. On ne parlera pas en même temps. Chacun aura son tour de parole. Allez-y, Michel Beta. Non, vous savez. La crise existe. Ça y est dans ta tête. Non, ça y est dans ta tête. Mais elle n'aura pas. Non, Zikokora, s'il vous plaît. Allez-y, Michel Beta. Je disais, la Côte d'Ivoire actuellement en crise. Ça, il ne faut pas se leurrer. Parce que, en fait, c'est pourquoi tous les appels qui se font aujourd'hui se font à l'endroit de la communauté internationale pour qu'elle vienne dès maintenant éviter que le feu s'allume. Parce que c'est ce qu'il faut éviter. Parce qu'il ne faut pas attendre de venir jouer les pompiers, comme on dit chez nous. Il faut éviter que le feu s'allume. Et aujourd'hui, tout se met en place pour que le feu s'allume. Voilà des partis politiques qui sont exclus, qui ont appelé, il ne faut pas oublier, ils ont appelé leurs militaires à rester mobilisés et qu'un mot d'ordre sera donné d'un moment à l'autre. Ça, il faut l'entendre, parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas donner l'impression que les partis politiques sont restés quoi après les décisions de radiation. Je pense que même le 7 samedi, il y a le président Laurent Gbagbo qui, depuis toujours, dit à ses militants de rester à l'écoute, qu'un mot d'ordre sera donné, qu'il y a un meeting le 7. Ce samedi. Donc, il faut te dire que tout se met en place pour qu'on ait un brasier. Un brasier qui n'est pas fait pour nous arranger, qui n'est pas fait pour nous conduire vers un processus crédible et acceptable de tous. Donc, c'est de notre devoir d'appeler tous ceux qui peuvent nous aider. Maintenant, concernant l'ONU, je crois que si la Côte d'Ivoire, sous Ouattara, veut rester conforme à ses exigences quand elle était dans l'opposition, elle doit écouter la voix de l'ONU. Parce que c'est grâce à l'ONU aujourd'hui qu'on a pu avoir une élection en 2010 et que le président Ouattara, qui a été salué par toute la communauté internationale... Est-ce que vous pensez que des partis comme le PPACI pourront accepter que l'ONU s'ingère dans cette élection quand on sait qu'en 2010-2011, le camp Laurent Gbagbo n'était pas, en tout cas, en symbiose avec les Nations Unies? S'il vous plaît, situez le contexte. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo... Mais cette confiance entre le PPACI, le FPI d'alors et les Nations Unies, cette confiance est morte. Qui l'a tué? Moi, je ne sais pas. Bon, vous faites des déclarations, je ne sais pas si ça vous engage vous seul. Mais moi, je pense que le PPACI même a saisi l'ONU. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche pour emmener la communauté internationale à s'intéresser à notre situation. Parce que si nous laissons dans ce débat-là... Gaël Lakpa, est-ce que pour vous, l'ONU est aujourd'hui le messager qu'il faut pour pouvoir régler ce conflit, bon, pas ce conflit, mais cette crise préélectorale dont vous parlez? Bon, l'ONU a plusieurs rôles. Je vois ici l'ONU dans une position de médiateur. Ils sont déjà venus même une fois. Ils sont là, effectivement. Il y a deux camps. Quand on sait que le médiateur devra inspirer confiance dans toutes les parties. Voilà, mais une chose est sûre, quand malheureusement nos politiques en Afrique et puis un peu partout, il y a beaucoup de mauvaise foi souvent, que ce soit de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui comme de certains qui l'ont été. On a l'impression que quand quelqu'un au pouvoir, c'est là qu'il connaît la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qu'aucune institution internationale n'est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et quand celui-là se retrouve dans l'opposition, c'est là maintenant qu'il fait recours à l'ONU. Où voulez-vous en venir? Bon, au PPACI, on se souvient bien, Michel Beta l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, on peut parler du contexte, mais dans le temps, je pense que l'ONU était ennemie au parti au pouvoir dans le temps, dans les années 2000 jusqu'à 2010.
Mais aujourd'hui... Ils ont tout accepté l'ONU en Côte d'Ivoire. Hein. Bon, voilà, faut pas on avait aussi des meetings. On avait aussi des meetings où on décriait l'ONU, voilà. Mais ces agissements peuvent être décriés, mais c'est pas... Bref, de toute façon, on parle de la posture. Ils ont accepté, ce sont des comment on appelle, des démarches diplomatiques. Voilà. Mais derrière cela, on a vu les faits ici. Donc, il ne faut pas qu'on vienne discuter là-dessus encore. Donc, en réalité, l'ONU, aujourd'hui, je vais dire quoi? On est ivoirien, on ne s'entend pas. On trouve quelqu'un d'autre. C'est comme en Afrique, vous faites par là, par la maison, chez vous, ça ne va pas, vous allez appeler le voisin. C'est ça, c'est la représentation de l'ONU. Maintenant, quand l'ONU vient et donne des recommandations, ils ne peuvent pas venir nous imposer quoi que ce soit. C'est au nom de la souveraineté. Ils viennent, ils vont faire des recommandations. On a constaté ceci, on a constaté cela. Donc, on vous recommande de marcher ainsi pour trouver la paix. Maintenant, il appartient aux Ivoiriens eux-mêmes de pouvoir dire, bon, parce que quand vous demandez au RADP aujourd'hui, ils vous disent qu'on n'est pas en crise préélectorale. L'opposition dit qu'on est en crise préélectorale. L'ONU au milieu viendra dire, bon, nous, on a fait notre diagnostic, voici ce qu'on vous recommande pour que vous soyez en paix. Maintenant, ça dépend des deux camps, ce que chacun va prendre. Bien. Voilà. Plus Ferruc Balé, une autre question, c'est que est-ce que cette initiative pourrait ouvrir une voie à la médiation? Oui, c'est possible. Hein. Ça dépend de l'importance qu'on accorde au Comité des droits de l'homme. Si on a du respect pour ce comité, on verra d'abord la teneur des recommandations qu'il va faire. Ces recommandations n'étant pas exécutoires, tout dépendra maintenant de comment le pouvoir en place va les accueillir. Mais tant qu'on n'a pas le résultat de cette saisine, il est difficile de se prononcer. Toujours est-il qu'on insiste sur le fait qu'il est nécessaire qu'il y ait un dialogue politique au plus tôt pour désamorcer toutes les crises qui sont en vue avec tout le mécontentement de l'opposition face à ces exclusions-là. Bien. Nzé Kokora. Alors, rapidement, ce qu'il faut dire à nos amis, il faut arrêter de se nourrir d'illusions inutilement. En 2000, lorsque des candidatures ont été exclues, l'ONU était là. Elle a fait quoi? Au Sénégal, quand Sonko a été exclu des élections pour des faits de justice, l'ONU a fait quoi? Karim Ouad, pour les faits de double nationalité, il n'a pas été candidat. Mais l'ONU a fait quoi? Il a saisi l'ONU? En Afrique du Sud, Jacob Zuma donc, a été exclu des élections. L'ONU a fait quoi? Et je vous rappelle pour la saisine de l'ONU qu'en 2000, un Ivoirien, Zébié Aka, avait saisi l'ONU pour les mêmes faits. L'arrêt, là, je vais vous le partager. Mais l'ONU n'a pas pu faire quelque chose. Parce que ce sont les décisions internes d'un État. C'est une décision de justice. Vous pensez que c'est de l'amusement? Sur quel fondement l'ONU va s'attaquer à une décision de justice qui découle donc d'un code de nationalité? Donc arrêtez de vous nourrir d'illusions. L'ONU ne fera rien, l'ONU ne pourra rien. Parce que là, même si vous avez déjà créé une crise dans votre tête, et je vous comprends, puisque c'est la crise seulement qui va vous arranger, parce que lorsque le pays est en crise, effectivement, l'ONU prend le contrôle d'un certain nombre de choses, vous sous-traitez votre souveraineté comme on l'a fait en 2000, à partir de 2002 jusqu'en 2011, parce que la Côte d'Ivoire a été coupée en deux. Et donc, la Côte d'Ivoire était en crise. Sous chapitre 7 de l'ONU, donc il y a des décisions que l'ONU prenait, des résolutions pour sortir de la crise. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise, cher ami. Nous venons d'organiser l'Africa CEO Forum, qui a mobilisé plus de monde que les autres éditions. Nous venons d'organiser l'Assemblée générale annuelle de la base, le prix Oufoubaï pour la recherche de la paix, ainsi que le Sahara. Donc la crise n'existe que dans votre tête. Mais elle n'arrivera jamais en Côte d'Ivoire. Les prophètes du chaos que vous êtes devenus, mais vous n'allez pas changer la situation en Côte d'Ivoire. On a entendu ce même discours par le passé, il n'y aura rien en face. Mais on a vu ce qui est arrivé. Non, ce n'est pas une question d'en face. Mais ce pouvoir est un pouvoir sérieux. C'est différent du pouvoir passé où les gens allaient se promener donc partout et n'ont pas pris leurs responsabilités. Et nous avons, en tout cas, mis les moyens en place et nous pouvons rassurer les Ivoiriens pour leur dire que depuis 15 ans, vous êtes en paix, malgré les tentatives de déstabilisation, malgré donc les actes de terroristes autour de nous, la Côte d'Ivoire est restée un havre de paix et nous allons continuer d'être en paix. Mais vos prédictions ne vont jamais s'avérer vraies. Merci Nzé Kokora. Alors, on va terminer maintenant avec la forme du communiqué du PDC RDA. Ce communiqué a signé le secrétaire exécutif en chef
chef adjoint chargé de la communication. On a vu sur les réseaux sociaux, d'aucuns disent pourquoi pas le président du parti ou le secrétaire exécutif. Réaction, Michel Betta. Bon, moi j'étais là-bas, c'est le secrétaire. Ou une information aussi importante, un communiqué aussi important. Non, moi j'étais là-bas, c'est le secrétaire exécutif qui a signé, qui l'a lu. Le communiqué qui a été publié officiellement sur la page du PDCI-RDA est signé pour le PDCI-RDA, le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication, Dr Soumaïla T. Kwasi Bredoumi. Bon, je ne sais pas lequel des communiqués tu as lu, tu as là-bas. Mais sur la page officielle du PDCI-RDA, que nous allons aussi afficher à l'écran pour permettre à nos téléspectateurs de voir ce communiqué. Et ce communiqué qui a été lu par le secrétaire exécutif en chef, le maire Emou. Donc, je ne pense pas qu'il y a une autre communiqué à part ça. Maintenant, bon, je ne sais pas ce que tu as là-bas. Ce que moi j'ai lu hier et auquel j'ai assisté, c'est signé du secrétaire exécutif en chef, le docteur Emou. Donc, pour te dire quoi? Pour te dire que le PDCI est dans une dynamique qui est la même depuis toujours. Le président étant en mission pour le compte du parti, pour le compte de la Côte d'Ivoire, il est normal que le secrétaire exécutif qui assure les charges immédiates puisse réagir quand il s'agit de situations aussi graves telles que la radiation du président Tidjane Thiam de la liste électorale. Bien. Gaël, par réaction dessus. Je pense que du moment où c'est le secrétaire exécutif en chef, c'est comme ça on dit au PDCI, qui a lu, bon, le président n'est pas obligé de signer forcément, parce que le secrétaire exécutif en chef, il a un rôle administratif et tout ça, il est vraiment dans tout son rôle. Donc, d'un point de vue forme, je ne vois aucun incident à ce niveau. Même signé par le porte-parole. Même si pour toujours essayer d'agrémenter, toujours faire des petits débats, comme on peut dire les petits affairages politiques, certains auraient voulu que Thiam lui-même il signe, mais bon, s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas un péché de lèse-majesté. Un peu Chéric Balé. Oui, le plus important, ce n'est pas qui lit le communiqué, c'est le contenu. Bon, non, on parle plutôt de qui signe le communiqué. Oui, mais il ne peut pas avoir signé ce communiqué-là sans avoir parlé avec son président. Parce que ce communiqué, comme l'a dit Michel Betta, a été lu par le secrétaire exécutif, mais dans la signature du communiqué mis sur la page du PDCI-RDA, c'est bien signé Dr Soumaïla Bredoumi. Oui, mais c'est l'un des porte-parole du parti. Et je pense qu'il ne peut pas s'exprimer sans avoir eu l'aval du président ou du secrétaire exécutif. Donc, pour moi, c'est le contenu qui compte, ce n'est pas qui délivre le message. Bien, c'était en tout cas sur les réseaux sociaux, surtout les militants du RHDP qui menaient ce débat. J'ai vu ce communiqué, mais il faut dire que ça ne nous surprend pas. Le PDCI, aujourd'hui, comme on peut dire dans la rue, est un parti qui est mélangé. C'est-à-dire, quand nos amis parlent de crise, je crois que c'est la crise aussi au PDCI-RDA qu'il veut transposer au plan national. C'est un parti qui est en crise, vous le savez. Le président n'est même pas là. Il a fui le parti alors qu'il y a de vrais combats qui les attendent. Vous savez, et comme Dikawi l'a dit, les méthodes donc, de gouvernance actuelle ne cadrent pas avec son éducation. Mais c'est quand même fort. Mais ils veulent couver le feu, mais le feu, il est là. Le PDCI est en crise. Comment le secrétaire exécutif, qui est le patron du porte-parole du parti, lit un communiqué et c'est signé par le porte-parole. Mais vous savez, c'est un parti qui va à volo. C'est un parti... non, c'est frère, il faut te calmer. C'est un parti qui va à volo et donc qui n'a pas un bon avenir. Parce qu'ils ont choisi un président qui n'a aucune expérience en politique. Et ça, tout le monde le sait. Le monsieur n'a jamais été militant de base, il n'a jamais dirigé un comité de base. Mais comment on peut confier un parti politique à un homme d'affaires qui vient d'arriver et qui d'ailleurs n'a pas participé à la vie du parti pendant 25 ans. Et cela découle du fait, lorsqu'il a été nommé président du PDCI-RDA, parce que ça c'est une nomination, mais il a nommé des morts. Il a nommé des gens qui ont quitté le parti. Donc ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. La situation devait arriver. C'est un parti aujourd'hui qui se cherche. Rien qu'à voir les éléments. Donc, quand vous entendez Véronique Kaka qui dit que le PDCI est un parti matriarcat et que ceux qui ne sont pas baoulés ne devraient pas réclamer la succession, mais c'est malheureux. Et donc, ce qui se passe... Mais ça n'engage qu'elle. Tidjane Thiam n'est pas un baoulé, même s'il y a elle n'a pas été recadrée. Elle est vice-présidente, elle est présidente des femmes du PDCI. Mais ça n'engage qu'elle. Mais ça engage le PDCI à partir du moment où ils n'ont pas recadré la dame. C'est qu'ils assument ce propos. Bien, merci. Voilà. À 30 secondes.
Oui, mais je pense que, bon, dans la crise qu'il voit au PDCI, je pense que c'est dans son esprit, comme il voulait nous les prêter, c'est dans son esprit. Je ne lui en veux pas. Parce que, en fait, le but du RADP de tout temps, depuis 2018, c'est de casser du PDCI. Mais quand ils ont vu que le PDCI se réveille, le PDCI est dynamique, le PDCI a choisi un candidat qui, pour ma part, en même de le ramener au pouvoir, après 25 ans passés dans l'opposition, je crois que c'est la panique. Merci Michel Beta. Michel Balé, 30 secondes pour terminer. Qui n'existe pas. Nous aimerions insister sur l'importance de l'action de la communauté internationale, beaucoup plus dans la prévention que dans les interventions après crise. Nous sommes actuellement dans une crise préélectorale. On ne voit pas la CEDEAO, on ne voit pas l'Union africaine, encore moins l'ONU. C'est vrai, l'ONU a envoyé une mission ici récemment, mais bon, on n'a pas vu ses fruits. 30 secondes. Ben moi, je voulais attirer l'attention sur un élément que j'ai remarqué quand on parle de la crise préélectorale en Côte d'Ivoire. Moi, je dis que on s'appuie sur des faits. La RLE est un sujet. L'opposition demande un dialogue politique. Plusieurs candidats majeurs sont écartés de l'élection. Quand on en parle, Kokora dit qu'il n'y a pas de crise, c'est artificiel, c'est dans la tête des gens. Maintenant, il se retrouve, quand il s'agit du PDCI, à connaître maintenant la définition du mot crise et il donne tous les éléments. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit honnête à un certain niveau. On peut être partisan, mais il y a certains faits quand même. Merci Gaël Lakpa. Place maintenant au... C'est fini. Non, j'ai démarré par vous. J'ai démarré par vous. Place maintenant au carton rouge. Voilà le premier carton rouge de cette émission avec Michel Beta. Oui, moi je voulais surtout choisir ce moment-là quand on approche des fêtes de Tabaski et de Pentecôte pour demander aux acteurs religieux que c'est une occasion de donner de la voix face à la crise qui est en train de se dessiner en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'ils restent silencieux devant ce qu'aujourd'hui les partis politiques considèrent de l'opposition, considèrent comme une exclusion. Il faut qu'ils interpellent le gouvernement. Merci. Gaël Lakpa, carton rouge. Carton rouge, je vais parler de la fête de Tabaski qui est demain. Il faut le reconnaître aujourd'hui, c'est difficile pour les Ivoiriens, les musulmans, pour avoir un mouton. C'est vraiment très cher. Et alors que c'est un élément très, très déterminant dans leur célébration, je pense qu'au niveau du gouvernement, peut-être que des mesures ont été prises, mais cette année, honnêtement, je sais qu'au niveau des pays de l'AES, il y a eu un truc où il disait qu'une décision où les animaux ne devaient pas sortir et tout ça, peut-être que ça fait monter les prix ici. Mais en tout cas, c'est un truc que je voulais dénoncer par le carton rouge et puis apporter mon soutien à tous les musulmans qui n'auront pas de moutons, mais ils pourront peut-être trouver un autre moyen pour la fête. Bien, puis Chéri Balé, carton rouge. Oui, je voudrais adresser mon carton rouge aux stations-service qui n'ont pas de moyens de paiement électronique. Aujourd'hui, plusieurs ne se promènent plus avec de l'argent liquide et pendant qu'il y a des stations où on peut payer avec Wave ou Orange Money, il y a des stations où ce n'est même pas possible du tout. Il faut forcément du cash et vraiment, par moment, ça indispose beaucoup. Donc, carton rouge à ces stations-là qui ne se mettent pas à comment on va dire ça? À niveau. Voilà, merci. Ziko Kora, c'est l'heure de faire votre carton rouge, le dernier carton de cette semaine. Va vers tous ces prophètes du chaos qui ont créé une sorte d'artefact de crise et qui essaient d'avoir le discours qu'il faut pour essayer d'ameuter le monde entier. Mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'ONU n'est pas là, la CEDEAO ne dit rien, l'Union africaine ne dit rien, c'est le signe qu'il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter d'effrayer les Ivoiriens. Les débats avant l'élection, ça existe dans tous les pays. Moi, je viens des États-Unis. Avant les élections, chacun de nous craignait donc une guerre civile. Donc, ça existe partout. Au Sénégal, c'était la même chose. Donc, il faut arrêter donc, de faire peur aux Ivoiriens ou faire peur à nos investisseurs qui viennent donc, pour investir dans le pays et permettre aux jeunes gens d'avoir du boulot. Ce n'est pas pour des ambitions présidentielles que vous allez jeter l'anathème sur votre pays. Merci. Place maintenant aux chiffres du jour. Le chiffre du jour, c'est 7. Le 7 juin prochain, Laurent Gbagbo, le président du PPACI, tiendra
un meeting à Port-Boué. L'annonce est désormais officielle, affichée par son parti politique. Ce rassemblement s'inscrit dans la dynamique de son mouvement citoyen Trop c'est trop, lancé le 26 avril dernier à Abidjan. Port-Boué, bastion traditionnel de l'ancien président ivoirien, accueillera ce meeting dans un climat social tendu, marqué par des contestations croissantes. Un choix de date et de lieu qui s'inscrit clairement dans la perspective de la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Une échéance que Laurent Gbagbo entend ne pas manquer malgré sa radiation de la liste électorale. Gaël Lakbar, réaction sur ce meeting de Trop c'est trop. On va s'attendre premièrement, les gens vont sortir les différents éléments pour voir la mobilisation. Ils vont prendre la température à ce niveau-là. Est-ce que le PPACI a mobilisé vraiment? Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, je vais m'intéresser au discours. On aura forcément la question de la RLE, le dialogue politique et tout, mais ce qui est attendu, c'est la réaction officielle du président Gbagbo face à son exclusion, même s'il s'y attendait. Et puis peut-être aussi, ces militants attendraient un mot d'ordre. Mais je doute qu'il donne un mot d'ordre. Laurent Gbagbo fera du Laurent Gbagbo. C'est un fin politique. Il saura ce que dit. Et puis voilà, après cela, on verra ce que ça donne. M. Gbagbo, faut-il s'attendre à un mot d'ordre? Bon, je ne peux pas en présager. Ce que je sais, c'est que la mobilisation n'est plus un défi pour tous les grands partis. Donc là n'est pas le challenge. Qu'est-ce qui va être dit de nouveau? En tout cas, nous attendons tous. Je ne sais pas. Il y a Michel Betta. Oui, c'est la preuve que nous sommes véritablement dans une crise parce que pour ceux qui ne veulent pas voir, tous les partis de l'opposition se sont exprimés en demandant à leurs militants de se mobiliser. Laurent Gbagbo tient un meeting le 7, samedi 7. C'est certain qu'il va demander à ses partisans de rester mobilisés en vue d'un mot d'ordre de manifestation de rue. Donc, c'est évident que nous sommes dans une crise et c'est normal que Laurent Gbagbo sorte. Mais on s'attendait à un mot d'ordre lors de son meeting à Dabou. Il a dit quoi? Il ne faut pas aller là où l'adversaire t'attend. Donc, à tout moment, le mot d'ordre peut être donné. Bien. Nzeko Kora, réaction sur ce meeting à venir. Est une réponse au meeting qui a été tenu le samedi passé à Figayo par l'autre partie de l'opposition, la CAP, parce qu'il faut regarder, il y a une véritable bataille de leadership au sein de l'opposition, une partie contrôlée par M. Thiam, l'autre par Laurent Gbagbo. Donc après le poteau de nos amis de la CAP, donc à Figayo, avec 30 partis politiques, ils ont mobilisé seulement 4000 personnes, mais Laurent Gbagbo va leur donner une réponse pour leur dire le vrai patron de l'opposition, celui qui peut mobiliser, c'est moi. Je pense que c'est une réponse. Donc à CAP, c'est ça, non? Comment on appelle Cap Côte d'Ivoire, Coalition pour l'Alternance Pacifique. Cap Côte d'Ivoire. Donc c'est une réponse. Parce que, bon, avec ce qu'ils ont fait à Figayo, vraiment, ils interpellent notre attention. Moi, je pense que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, on va regarder à Port-Boué et je suis convaincu qu'il va mieux mobiliser que les gens qui étaient à Yopougon, parce que c'est un groupement qui n'a pas de leadership, qui n'a pas de leader. Le président du PDCI se promène donc en Europe. Et donc, qui est le leader de ce groupement? C'est Simone, qui n'a même pas un conseiller municipal, ou M. Charles Blé-Bouzé, à finissant qui s'est discrédité, après avoir signé un mariage avec le RADP, le partenariat, on lui a donné 200 millions, il s'est cherché. Merci. Donc, des gens qui ont peu du tout crédibilité. Merci, Nzeko Kora. Merci bien. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Merci à vous également, Michel Betta, Gaël Lakbar et plus chéri Edith Gbalé. Chers téléspectateurs, fin de ce dernier numéro de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Et nous souhaitons également bonne fête de l'Aïd el-Kébir à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Faites attention à votre alimentation, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir et à lundi.